l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Il est 12 heures sur les antennes de la RTS2, Midi Actu de ce mercredi. C'est parti, voici le sommaire du jour. Le nombre des députés. Il est notre invité aujourd'hui dans Midi Actu, Monsieur Oumar Diallo, entrepreneur numérique. Bienvenue à vous, Monsieur Diallo. Merci. Bonjour, Léna. Alors, aujourd'hui, Monsieur Diallo, on va parler de numérique, de TIC. Votre domaine, il me semble. Oui, nous parlerons de numérique TIC, mais également nous parlerons de tout ce qui est difficulté pour nous, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on démarre tout de suite, bien sûr, avec la rubrique Société, protection des données personnelles. Une plateforme vient d'être mise en place au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'idée a jailli au sortir d'un concours. Objectif, permettre aux étudiants donc de pouvoir gérer leur image sur Internet. Voici le reportage. L'ESMT, gagnant du concours Acton destiné aux jeunes développeurs, élèves, ingénieurs et autres étudiants. L'École supérieure multinationale des télécommunications a pu développer une application pour permettre à la Commission de protection des données personnelles d'échanger avec ses usagers. L'application sera interactive, donc les utilisateurs aussi pourront interagir avec la CDP via l'application, puisque notamment avec toutes les fonctionnalités que ça engage en fait. La présidente de la Commission de protection des données personnelles est revenue au cours de cette rencontre sur l'origine de ce concours. À l'occasion d'une activité que nous avions eue avec Facebook il y a quelques mois, comme je dis, un étudiant sénégalais nous a interpellés en nous disant Madame, nous on aimerait bien avoir une application disponible pour tout le monde, parce que vous savez que les jeunes aiment bien rentrer dans leur Internet, dans leur portable et tout ça. Et donc, ce serait une façon de sensibiliser le maximum de jeunes possible. L'objectif de ces échanges est de permettre aux jeunes de mieux contrôler leur image sur Internet. Le prix de la meilleure application est doté d'une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. Des données personnelles, donc certainement un domaine que vous devez maîtriser lié à votre activité. Bon, un domaine, en fait, même si on ne le maîtrise pas, on est obligé aujourd'hui de prendre en compte, en fait, tout ce que la réglementation en dit. Donc aujourd'hui, nous qui sommes sur des plateformes qui sont publiques, aujourd'hui, on doit avoir cette possibilité de savoir qu'est-ce qu'il faut publier et qu'est-ce qu'il ne faut pas publier. Et pour cela, en fait, des concours pareils, avec des applicatifs pareils, nous permettent tout simplement d'aller droit au but. C'est des raccourcis en réalité. Parce que c'est des gens en fait qui ont déjà tout fait pour nous. Et nous ne sommes pas là à lire beaucoup de choses. Nous allons directement à l'essentiel et savoir ce dont on a besoin pour aujourd'hui notre économie numérique. D'accord. Monsieur Diallo, justement, donc tout à l'heure nous allons parler d'économie numérique. Vous venez d'aborder ce sujet puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais par rapport à l'économie numérique, quand on parle de protection de données personnelles, on fait surtout référence à qui? De qui est-ce qu'on se protège? Alors, surtout de la vie privée des gens. En fait, il y a des choses qu'on peut publier, il y a des choses qui nous appartiennent et d'autres qui ne nous appartiennent pas. Alors, à partir de ce moment-là, il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on peut publier aujourd'hui sur Internet? Qu'est-ce qu'on a le droit de partager également? Parce qu'en fait, dans le jargon, quand on parle de publication, c'est-à-dire je suis l'auteur du post, je suis l'auteur de l'objet multimédia qui a été mis en ligne. Par contre, est-ce que j'ai des droits et des devoirs? Est-ce que je dois tenir en compte aujourd'hui ce qui n'est pas autorisé ou est-ce que je publie comme je veux? D'accord. Est-ce que je partage comme je veux? Donc, pour avoir
une pédagogie très saine, il faut comprendre. Publier et partager, aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est presque la même chose. Tout à fait. Et nous passons, mesdames et messieurs, à la chronique économie du jour. Inauguration officielle du train express régional ce lundi, une cérémonie présidée par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, 35 km reliant bien sûr Dakar à Diamniadio. Les services commerciaux vont démarrer à partir de l'été. Suivons ce reportage. À la gare emblématique de Diamniadio, le président de la République est accueilli par des ouvriers enthousiastes, certainement heureux de prendre part à cette réalisation d'envergure. Le chef de l'État et la première dame, Mme Marème Sall, prennent place donc sur le premier des 15 trains devant relier le pôle urbain de Diamniadio à Dakar pour le premier circuit. À bord, le voyage se passe dans les meilleures conditions. Au-delà de la sécurité assurée, une climatisation remarquable et un accès au réseau Wi-Fi. Un confort que mesure l'ensemble des passagers. Le président de la République en première ligne. C'est un voyage sécure, c'est aussi un voyage rapide. Là, ils ne sont pas dans les vitesses de pointe. Ils sont à peu près à 60 km/h, mais en pointe, il fait 160 km. C'est plus rapide que les véhicules sur l'autoroute. Donc, il y a la rapidité, le confort, il y a également la sécurité. Parce qu'il s'agit d'assurer une sécurité optimale, aussi bien dans le train, dans son environnement, mais même aussi la sûreté, c'est-à-dire la ligne ferroviaire par rapport à l'extérieur, par rapport à d'autres menaces. Et toutes ces conditions, toutes ces préoccupations sont prises en compte. Donc c'est pourquoi nous sommes très contents vraiment de ce qui est fait aujourd'hui et de cette journée, qui est une journée historique pour le Sénégal. Au bout d'un trajet de 10 minutes, nous sommes à Rufisque. Avec une gare rénovée, les populations ont laissé éclater leur joie à l'arrivée du président Macky Sall. C'est un grand jour pour la vieille ville. Chère population de Rufisque, ce jour est aggravé en lettres d'or dans l'histoire de Rufisque. Rufisque qui fut l'une des 4 communes qui a eu un passé glorieux. Et c'est ce passé que je veux restituer à Rufisque avec la modernisation de cette belle ville. Vous avez vu comment votre gare ancienne a été rénovée dans le cadre du train express régional. En période de fonctionnement normal, Rufisque sera à moins de 20 minutes de Dakar, en toute sécurité, en tout confort. Je dois quand même, avant de finir, remercier le préfet du département de Rufisque, le gouverneur de la région de Dakar, ainsi que ses collègues préfets de Dakar et de Pikine, qui ont travaillé avec vous pour les déplacer, communément appelés les impactés du TR. Je voudrais vous dire que notre engagement a été respecté et nous poursuivrons l'ensemble des paiements et des terrains mis à la disposition des impactés du TR. Après Rufisque, le train fait cap. Alors, c'était un jour historique, hein, lundi pour le Sénégal. On a parlé de confort, on a parlé de sécurité, on a même l'accès à la connexion Wi-Fi. Pour vous autres, donc jeunes qui êtes actifs dans le monde du numérique, c'est quand même une très bonne chose. Ah oui, parce que tu me considères comme jeune, hein? D'accord, oui. En fait, oui. Avoir toutes ces commodités dans un moyen de transport, c'est déjà en fait un nice to have. Mais je dirais que le must to have, c'est le train en tant que tel. Le train en tant que tel va nous permettre aujourd'hui d'être plus rapide dans nos activités. Et avoir aujourd'hui la possibilité d'aller jusqu'à Diamniadio, là où il y aura le parc technologique numérique. Et nous, déjà, en fait, notre combat, c'est d'avoir tout simplement un local pour permettre à toutes les startups
d'être logé au niveau de ce parc, si on te dit que c'est avec 1500 que tu peux y aller, je pense que c'est plus économique que de payer un loyer en centre-ville ou bien à la cité Keur Gorgui. Tout à fait. Et par rapport à la connexion Wi-Fi, parce que je pense que ça, c'est la première fois qu'on a ce genre d'initiative au Sénégal. Donc, le Sénégal qui progresse au niveau infrastructure, transport et tout. Dans les bus, on n'a pas de connexion. Dans les transports en commun, en général, bon, on n'a pas de connexion. On va dire qu'on n'a plus de connexion dans les bus. Je veux dire, parce qu'un opérateur l'avait tenté. Voilà. Et donc là, qu'on puisse quand même avoir ça dans le train, c'est à l'image un peu des pays occidentaux. Oui. Je dirais même, en fait, aujourd'hui, nous avons la possibilité de profiter plus de ce voyage que, en fait, dans notre voyage dans un avion, par exemple, où tu n'as pas la possibilité tout le temps d'avoir une connexion Internet. Alors, ça, pour moi, c'est important. Mais ce qui est le plus important pour moi, encore une fois, c'est la fluidité, c'est la facilité qu'on a, en fait, aujourd'hui de bouger. Parce que pour un entrepreneur, avoir la possibilité de voir ses actions réalisées rapidement, c'est tout simplement un gain énorme. Parce que le gain de temps, c'est également une rentabilité pour nous. Et vous, donc, en tant qu'entrepreneur numérique, si vous aviez encore des suggestions à faire pour vraiment aller participer au développement de ce train et tout, ce serait quoi? Alors, moi, je crois que tout est déjà mis en place. En fait, l'avantage du Sénégal aujourd'hui, surtout pour les startups sénégalaises, c'est qu'en fait, elles ont créé beaucoup de choses déjà. Ce sera tout simplement du plug and play, c'est-à-dire prêt à l'emploi, parce qu'il y a déjà les moyens de paiement. Il y a des jeunes qui ont créé déjà ce qu'on appelle aujourd'hui des agrégateurs de paiement. Vu que dans nos économies africaines et dans nos cultures africaines aujourd'hui, la majeure partie des gens utilisent le mobile money pour faire tout simplement tout ce qui est paiement et activité commerciale. Moi, je vois ici une opportunité pour certains agrégateurs qui ont déjà lancé leurs produits sur le marché, qui est utilisé par une partie de la population. Moi, je vois déjà une opportunité pour ces personnes-là de multiplier leurs clients, de multiplier la cible, mais également de permettre à l'État aujourd'hui ou à ceux qui gèrent le TER aujourd'hui de ne plus avoir des bousculades au niveau des guichets. Et également de rendre fluide tout ce qui est voyage et agréable. Tout à fait. Et nous passons à la suite de Midi Actu. Aujourd'hui, nous vous le disions tout à l'heure, nous allons parler d'économie numérique dans votre rubrique Technologie de l'information et de la communication, un concept qui se développe de plus en plus en Afrique et au Sénégal précisément. Des jeunes s'activent dans ce domaine. Voyons ce que c'est. L'économie numérique est de plus en plus usuelle sur le continent africain. Il est important de comprendre cet instrument et en tirer le meilleur bénéfice. Internet offre de nouvelles opportunités en termes d'économie. L'on estime d'ailleurs à 8,1% la progression d'utilisateurs entre 2010 et 2017 en Afrique. Nouvelle économie, nouvelles technologies, économie électronique, économie digitale sont des dénominations utilisées pour décrire l'économie numérique. C'est alors un grand secteur dont les acteurs se recrutent à tous les niveaux des couches sociales, et même si ces outils et services offrent des solutions admirables et parfois féeriques, la prudence reste de mise, surtout avec l'altruisme de pirates et autres vendeurs d'illusions. L'Afrique est la région du monde qui a le plus à gagner de la révolution numérique. Les nouvelles technologies peuvent en effet permettre aux pays africains de s'affranchir du processus de développement traditionnel pour sauter des étapes et accélérer leur croissance économique, mais aussi de gérer leurs ressources plus efficacement et d'étendre l'accès aux services essentiels, même aux populations les plus vulnérables. Alors, M. Ndiaye, nous avons tenté donc de définir un peu ce qu'est l'économie numérique, mais peut-être avec des termes moins techniques. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette définition? D'accord. En fait, comme vous l'avez dit, l'économie numérique aujourd'hui, nous pensons que ça peut être défini comme étant toutes les plateformes qui utilisent Internet à but lucratif ou bien à but non lucratif. On peut appeler ça comme une économie numérique. Donc, c'est lorsqu'on use de plateformes pour commercer avec d'autres personnes ou bien pour dialoguer avec d'autres personnes. On est dans l'économie numérique. D'accord. On sait que c'est une activité donc qui se développe de plus en plus en Afrique. Et le Sénégal, où est-ce qu'il se positionne justement?
Très bien. On n'en parle pas très souvent, mais aujourd'hui au Sénégal, on a des compétences énormes sur le plan numérique. Sauf que nous n'avons pas aujourd'hui les métriques qui nous permettent de dire voici aujourd'hui les données qui représentent l'économie numérique pour le Sénégal. On ne peut pas le faire tout simplement parce que vous allez à Pikine, vous allez trouver 2 startups là-bas, vous allez à Guédiawaye, des startups un peu partout dans le Sénégal, à Thiès. Est-ce que vous voyez? Et il n'y a pas eu aujourd'hui l'annuaire qui permet de dire dans telle ou telle zone, on peut tout simplement trouver des gens qui s'activent dans l'économie numérique. Ils sont au nombre de combien? C'est ce que, en fait, beaucoup ont commencé aujourd'hui à entreprendre pour nous permettre tout simplement d'avoir cet annuaire-là. Mais je peux vous dire une chose, ayant déjà fait la moitié des pays de l'Afrique, je peux vous dire qu'au Sénégal, nous avons presque tout créé. D'accord. Et le marché commence à être un peu étroit pour nous. Voilà pourquoi beaucoup de nos startups essaient de voir à côté dans les pays limitrophes. Et l'Afrique, comparée un peu à l'Occident, comment se porte notre économie numérique? Nous avons plus à gagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Europe ou en Occident en général et un peu partout en Asie, tout a été déjà créé et c'est saturé. Et nous, je vous donne un exemple. Rien que sur le plan fintech, c'est-à-dire tout ce qui est mobile money et autres. Nous sommes les premiers. Pourquoi? Parce que nous avons un taux de bancarisation le moins élevé au monde. Ce qui fait que c'est un marché qui est vierge. D'accord? Et ce marché vierge-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement que nous, Africains, particulièrement nous, Sénégalais, créons tout simplement des plateformes qui permettent d'occuper l'espace. Parce que la nature a horreur du vide. Si aujourd'hui on n'occupe pas l'espace, vous allez devoir voir d'autres personnes venir avec un financement à l'étranger et occuper cette place-là. Et nous, nous serons là à dire, ouais, tout a été donné aux étrangers. Alors qu'en réalité, c'est nous qui devons tout simplement être proactifs et occuper ce terrain-là. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez un peu des difficultés que vous éprouvez dans votre activité. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir là-dessus? Alors, les difficultés aujourd'hui sont énormes. Il y a beaucoup de difficultés, mais on commence aujourd'hui à voir des débuts de solutions. Quand je vous parle de début de solution, en fait, je vous parle de financement. Vous savez, le codage, les développeurs sont chers. On a des écoles, de très bonnes écoles. En fait, le reportage de tout à l'heure par rapport au hackathon qui a consacré des jeunes ingénieurs qui ont créé une application pour les données personnelles, le prouve. Au Sénégal, on a créé beaucoup de choses. Mais pour vous dire la vérité, les développeurs sont chers. D'accord. Et les codeurs? Les codeurs, en fait, sont très chers. Et moi, je pense que pour rendre ça accessible, il faudrait qu'on adapte aujourd'hui cette réalité numérique à la pédagogie, à l'école, c'est-à-dire au programme de formation. Les programmes de formation à l'école doivent être revus et tout simplement qu'il y ait la possibilité d'insérer cette partie développement. Tout le monde doit coder aujourd'hui parce que le codage permet de solutionner tout ce qui est gap. D'accord. D'accord. Et vous parliez du problème du financement. Est-ce que vous pouvez un peu revenir là-dessus? Alors, quand je parle de financement, c'est surtout par rapport aujourd'hui à, je vais l'appeler en fait, au budget de fonctionnement des startups. Vous savez, ça demande beaucoup d'argent. Il y a les connexions Internet à payer. Tout à fait. Il y a les bureaux à payer, mais il y a également des jeunes qui ont eu un bac+4 et qui sont dans nos startups et qui ont accepté de travailler pour nous. Et pour ça, en fait, c'est un coût. Comprenez? Et si on n'a pas aujourd'hui un financement qui nous permet d'atteindre nos objectifs, on risque tout simplement de commencer des choses qui ne seront jamais terminées. Mais il y a également ce qu'on appelle la recherche et le développement. On ne peut pas aujourd'hui prétendre à une nation start-up ou bien à une technologie avancée sans pour autant financer les gens qui vont faire des recherches pour nous produire des produits qui vont être conformes à ce que l'on souhaite. Alors, la DER a fait vraiment une chose extraordinaire avec la partie numérique du Sénégal, ceux qui sont dans le secteur numérique, mais la DER seulement ne suffit pas. Pour réussir ce pari-là, il faudrait que le public et le privé travaillent en étroite collaboration. Il faut que nos capitaines d'industrie commencent à penser à investir dans le digital. Il y a beaucoup plus à gagner dans le digital que d'investir dans l'immobilier.
Et par rapport à la formation, par rapport à cette main-d'œuvre africaine, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Si nous voulons aujourd'hui être au top et ne pas aujourd'hui voir des marchés nous échapper, il faudra forcément investir dans cette main-d'œuvre, doter de cette main-d'œuvre de compétences numériques. Et pour doter de cette main-d'œuvre de compétences numériques, il faudrait que les écoles intègrent des professionnels et que ces professionnels-là orientent les programmes sur ce que le marché a besoin. Est-ce qu'il faudrait penser à créer de nouveaux métiers dans ce sens? Les nouveaux métiers se sont déjà créés. Cela va de soi. On n'y peut rien en fait. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive tout simplement à être ensemble. Et comment nous allons être ensemble? Il faudrait que ceux qui connaissent rejoignent ceux qui ont les outils pour que l'expertise soit là. Et pour terminer avec la réglementation. La réglementation. Alors, moi, je pense que nous avons déjà créé ce qu'on appelle, nous nous sommes vus il y a de cela quelques mois, et c'était par rapport à la réglementation surtout, mais également ce cadre légal qui permettra aux startups de rester aujourd'hui droit dans le chemin, mais également de bénéficier davantage. C'est ce qu'on a appelé l'IFO Policy. Je pense bien qu'il y a une personne qui est beaucoup plus aujourd'hui apte à en parler. Et je pense bien que vous me donnerez son contact exactement pour que je puisse l'inviter une prochaine fois. Oui. Et nous passons, mesdames et messieurs, à la dernière partie de Midi Actu. Alors, dans la rubrique éphéméride, nous allons parler de la première liaison téléphonique entre Berlin et New York. C'était un 15 janvier 1913. Le prétexte, donc, justement, pour parler de l'invention du téléphone. Voici quelques images. L'évolution du téléphone depuis sa création à aujourd'hui, avec nos smartphones. Alors, ce que l'Afrique a réussi et que l'Europe ne l'a pas réussi, c'est que nous avons sauté l'étape du téléphone fixe dans les maisons. Tout le monde n'a pas eu le temps de bénéficier du téléphone fixe. Hop. Il y avait les télécentres, hein? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, les télécentres ont été cannibalisés par le mobile. À un certain moment, en 1996, quand on a commencé à avoir le téléphone portable, hop, personne ne voulait aller au télécentre. Pourquoi? Parce que c'est des offres qui se cannibalisaient non seulement, mais aussi, il y avait plus de discrétion à parler au téléphone avec son portable que de parler au télécentre où tout le monde avait la possibilité de découvrir ce qui se passe à la maison. Tout à fait. Et donc, est-ce que cela n'offre pas moins de sécurité, justement? Parce qu'il me semble que pour les téléphones fixes, c'était plus difficile, en tout cas, moins facile à pirater qu'aujourd'hui un téléphone, un smartphone. Oui, vous savez, en fait, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Nous sommes d'accord. Ça, c'est sûr. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a toujours les avantages et les inconvénients. Mais voilà pourquoi on a aujourd'hui des gens qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les cybersécurités, en fait. La cybersécurité, aujourd'hui, on a des gens qui sont spécialisés. Exact. Et c'est des gens qui sont là pour contourner, en fait,
tous ces méfaits-là. D'accord. Et donc, juste pour information, la Cour pénale internationale donc, a fait droit aux demandes d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, prononçant donc leur libération. Détenu depuis novembre 2011, le fondateur du Front populaire ivoirien va donc pouvoir quitter sa cellule et ça, nous y reviendrons demain dans la rubrique internationale. Merci à vous, donc, Monsieur Ndiaye, d'avoir accepté notre invitation. Tout le long de l'émission, vous m'avez appelé Michel Ndiaye. Michel Diallo. Monsieur Diallo, exactement, Monsieur Diallo. Parce que j'ai un Oumar Ndiaye qui me fatigue beaucoup, que je salue au passage. Donc voilà, Monsieur Oumar Diallo. Merci. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est la fin de Midi Actu. Nous revenons demain à partir de 12 h sur cette même chaîne, la RTS2. Et on se quitte avec la météo du jour. Au revoir. Nationale, le nombre des députés